C'est maintenant l'heure du Q&A. Bon, vous avez envoyé un certain nombre de questions. Je sais aussi que Violetta qui nous a rejoint, donc il y aura 3 personnes, Jean-Marc, Valérie et Violetta, qui vont répondre à vos questions. On les voit à l'écran, donc c'est maintenant l'heure du Q&A. Il n'est pas trop tard pour envoyer encore quelques questions. Jingle Q&A. Bon, alors, pour ce Q&A, donc j'ai un certain nombre de questions qui viennent de m'arriver sur mon iPad. Bon, je vais commencer par Jean-Marc Jancovici. C'est la dernière, mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique, hein. Il y en a d'autres qui étaient arrivés avant pour Valérie. Une question pour Jean-Marc. Sachant que l'accord de Paris ne prévoit pas l'attribution d'un budget carbone spécifique à chacun des États, ni à aucun secteur économique, pourquoi l'aviation, devrait être le seul à s'engager dans cette démarche budget ? Alors, je suis désolé de dire à la personne qui a posé la question que l'aéro n'est pas du tout le seul à s'engager dans cette démarche budget. Et par ailleurs, je vais vous soumettre un petit exercice de logique. Quand vous agissez, vous n'êtes pas sûr que les autres vont le faire. Mais si chacun se dit ce qui est implicite dans la question qui vient d'être posée, c'est sûr qu'on attend que les catastrophes règlent le problème pour nous. Donc, je rappelle que si on ne règle pas le problème, si ce n'est pas nous qui nous occupons du problème, c'est le problème qui s'occupera de nous, je rappelle ça. Donc, il n'y a pas de voie qui est on continue à avoir le monde d'aujourd'hui et les problèmes sont éternellement pour plus tard. Ça n'existe pas, ça. Ouais, c'est si je peux prendre un parallèle, c'est comme le fumeur qui dit « je n'arrêterai jamais de fumer ». Ce n'est pas vrai, ça. Vous arrêtez de fumer au plus tard quand vous mourrez, et moins vous vous arrêtez volontairement, et plus vous prenez l'option que ça soit involontaire et très désagréable, et rapide. C'est exactement pareil en ce qui concerne l'aérien. Donc, je m'inscris en faux contre la manière même dont la question est posée. L'aérien va devoir faire des efforts de toute façon, puisque la récession va lui imposer des efforts de toute façon, et le changement climatique va lui imposer des efforts de toute façon. Donc, la seule question, c'est est-ce qu'il veut maîtriser son destin, un peu, ou pas trop. C'est ça, voilà. Après, le deuxième élément de réponse, c'est que les hommes sont des animaux mimétiques. Je rappelle qu'il y a quelque chose de très puissant dans les communautés humaines qui s'appelle la mode. Donc, les hommes sont des animaux mimétiques et des animaux collectifs. Donc, l'idée, je m'inscris en faux contre une deuxième idée, qui est qu'à partir du moment où il y a des gens qui font quelque chose, les autres les regardent faire en s'en fichant complètement. Ce n'est pas du tout ce que nous enseigne l'histoire. L'histoire nous enseigne que quand il y a des gens qui commencent à faire des choses qui sont différentes, il y a un certain nombre de personnes ailleurs pour les imiter. Donc, je ne pense pas ni que si l'aérien faisait des choses, ça serait les seuls. Et par ailleurs, je ne pense pas que l'aérien ait le choix de ne rien faire. Je viens d'essayer d'expliquer pendant 40 minutes que de toute façon, il va falloir y passer. Merci pour cette réponse. Je ne suis pas vraiment étonné de la façon dont vous avez répondu. C'est très bien. Je vais passer la parole peut-être à... Alors, j'ai plein de questions pour vous, Jean-Marc. J'y reviendrai. Il faudrait répondre de manière un tout petit peu plus courte si je veux être capable de poser toutes les questions. Une question pour Valérie. Valérie, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Très bien. Pourriez-vous commenter les risques d'emballement du système climatique ? Y a-t-il un seuil à 1,5 ou 2 degrés ? Est-ce que plus de degrés, par exemple, est un niveau possible d'équilibre du système climatique, selon vous ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la manière dont le climat réagit à tout type de perturbation du bilan d'énergie, il y a un ensemble de rétroactions, de processus amplificateurs ou stabilisateurs, l'effet net et amplificateur. Et il n'y a pas un seuil que l'on connaisse qui permettent de s'assurer d'une absence de déclenchement de processus divers et variés ou d'impact. Je pense que c'est une vision qui est simpliste et binaire. Et le message le plus important, c'est en termes de sévérité de risques liés au climat, pour des choses qui sont clés pour la sécurité humaine. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte, chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire compte. Et en ce qui concerne ce qui peut déclencher des effets irréversibles, je rappelle que par la simple accumulation de chaleur dans l'océan, la perturbation qui a déjà eu lieu est déjà irréversible. Donc, plutôt que de mettre l'accent sur des aspects très mal compris de la façon dont le climat réagit, moi je propose de mettre l'accent sur les connaissances que l'on a déjà et qui montrent la sévérité des risques, des enjeux.
Par ailleurs, si vous souhaitez avoir un point sur les potentiels de changement abrupt, il y a un point dans le rapport du GIEC sur 1,5 degré dans le chapitre sur les impacts, donc qui regarde la situation actuelle, un monde d'1,5 degré, 2 degrés ou 3 degrés plus chaud, à l'échelle régionale, et qui met l'accent sur les effets potentiellement importants sur un ensemble d'écosystèmes en particulier. Et dans le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère, dans le chapitre 6 sur les événements extrêmes et le risque d'événements abrupts, liés au fonctionnement de l'océan, liés au fonctionnement de la cryosphère, on a également fait le point sur les connaissances de ce point de vue-là. Dernière chose, peut-être que ce qui est le plus difficile à anticiper sur les phénomènes de bascule, c'est dans les sociétés humaines. On a des exemples nombreux dans l'histoire de sociétés qui ont réussi à se transformer pour faire face à de nombreuses crises. On a aussi des exemples de fonctionnement de sociétés qui ont été profondément modifiées parce qu'elles n'ont pas réussi à faire face à un certain nombre de crises. À quel point est-ce que nos sociétés humaines vont intégrer les enjeux changement climatique, être capables de se transformer rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des points de bascule dans chaque secteur d'activité, dans chaque pays du monde, vis-à-vis de la prise de conscience des enjeux et de la volonté de transformation? Et peut-être que c'est cet aspect-là qui est le plus important aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle on est et de la difficulté à mettre en place des changements structurels suffisamment vite. Merci. Je vais passer la parole à Violetta. J'ai une question pour Violetta. Violetta, what is... I will ask you the question in English if you don't mind. What message... I read in French, so et la lire en français. What message would you pass to our young students, taking into account the stigmatization, the violent stigmatization, sachant ce degré de stigmatisation très brutale ou violente de notre secteur de l'aviation ces dernières années, à un moment où tout le monde doit être motivé pour lutter contre le changement climatique. J'espère. Tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas véritablement de stigmatisation en la matière. Il s'agissait simplement d'un appel à tous les acteurs du secteur à agir. Et je crois que nous pouvons être fiers, à juste titre, du fait que le secteur de l'aviation ait pu parvenir à un accord pour atténuer les effets du secteur sur le changement climatique. Et cela a suscité une réponse de la part du secteur du transport maritime, qui a été encore plus loin. Maintenant, c'est au tour de l'aviation de concevoir des projets encore plus audacieux d'amélioration sur le plan technologique, du point de vue des carburants et des sources d'énergie. Donc ne soyons pas trop durs dans nos jugements. L'important, c'est de ne jamais nous reposer sur nos lauriers, de jamais considérer que ça y est, nous avons fait le nécessaire. Au contraire, il faut rester vigilant en permanence, conscient de ce qui se passe. Et il y a des points importants. Tout d'abord, l'Europe ne saurait agir seule. Il nous faut, plutôt que de présenter des exigences, proposer des propositions à la communauté internationale dont nous retirerons à la fois les coûts et les bénéfices, ne l'oublions pas. Je voudrais également appeler les plus jeunes à ne jamais perdre de vue leur vision. J'aurais dû sans doute mettre davantage l'accent dans mon intervention tout à l'heure sur le fait que l'humain est au cœur même de toutes nos préoccupations, dans notre relation à la nature, dans nos façons de produire, d'utiliser ce que nous produisons, les responsabilités qui vont de pair avec cela. Tout cela est fondé sur la dimension humaine. Je suis moi-même ingénieur ou je ne suis pas ingénieur de formation, plutôt, mais je crois que si vous donnez à un ingénieur une telle situation à résoudre, il cherche tout de suite des solutions. Et nous devons donc toujours rechercher des partenaires, regarder ce qu'il en est des écosystèmes plus larges qui peuvent soutenir les efforts du secteur. J'encourage donc les jeunes à étudier les modèles participatifs, la façon dont on peut engager des coopérations avec d'autres partenaires, avec d'autres secteurs. Et vous verrez que
même si il y a un aspect quelque peu chaotique à la façon dont s'intriquent toutes ces relations et ces interactions, c'est là que nous avons un potentiel considérable d'énergie qui peut être libérée dans l'intérêt de l'humanité. Donc laissons derrière nous l'ignorance, les exigences, le fait d'avoir trop confiance en sa propre capacité à faire les choses tout seul. Travaillons avec d'autres, créons et collaborons ensemble, les résultats seront au rendez-vous. Le cas du secteur de l'aviation est loin d'être sans espoir, mais nous savons à quel point la situation politique est cruciale. Il nous faut améliorer les relations entre les différents secteurs, entre l'aviation et le monde politique également, car nous voyons bien que chaque État membre a tendance à statuer en termes d'enjeux de nature politique. Quand on regarde par exemple les enjeux qui tournent autour du Single Sky et la façon dont les choses se passent, et on peut s'interroger à cet égard sur ce qu'il en sera lorsqu'il y aura d'autres défis à relever. Je crois que nous pouvons faire beaucoup mieux que cela. Nous avons besoin de vous, de la jeunesse, pour apporter ce regard nouveau, cette fraîcheur d'esprit et nous aider à trouver de nouvelles façons de trouver une ingénierie pour ces solutions. This is clear. Those students are extremely motivated and want to highly contribute. Les étudiants, bien entendu, sont fortement motivés, souhaitent vivement pouvoir contribuer. Peut-être qu'il faudrait que cet appel soit adressé également aux gestionnaires, aux décideurs, y compris politiques, pour qu'ils laissent suffisamment de place aux jeunes pour déployer justement ce potentiel et apporter leur part de contribution à ces solutions. J'ai une question pour Jean-Marc. Nous allons avoir peu de temps, donc je poserai une dernière question. Je vais reparler en français du coup. L'énergie offre une grille de lecture très importante, mais n'est-il pas un peu exagéré de tout expliquer par ce prisme comme vous le faites? Non. Ça, c'est une réponse courte. Alors, allez, on élabore un peu. Pas tout. Je n'explique pas tout par l'énergie. J'explique une chose par l'énergie, mais qui a été extrêmement structurante par dans l'évolution des 2 derniers siècles, qui est l'augmentation extrêmement forte de la production qu'on appelle humaine, et un certain nombre de modifications qui sont physiques avant toute autre chose. Par exemple, la concentration urbaine, par exemple, l'augmentation de la productivité du travail, par exemple, la mondialisation. La mondialisation repose sur des échanges qui doivent être rapides et massifs. Pour ça, il vous faut du pétrole. Si vous n'avez pas de pétrole, ça ne marche pas. On avait de la marine à voile avant le pétrole. Hein. Ça n'a pas fait la mondialisation massive et rapide. Ça ne marchait pas. Et sans pétrole, vous reviendrez à la marine à voile, sauf si vous faites des porte-conteneurs nucléarisés. Mais sinon, voilà. Ce qui a permis l'augmentation de la production par agriculteurs et donc le fait que la force de travail puisse se concentrer sur autre chose, c'est le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, la production par agriculteur est des centaines de fois, je dis bien par agriculteur, hein, elle est des centaines de fois supérieure à ce qu'elle était il y a 2 siècles. Des centaines de fois, pas 10%, des centaines de fois. Et la raison à cela s'appelle du pétrole et du gaz. C'est-à-dire les engrais azotés, c'est du gaz, les phytosanitaires, c'est du pétrole, et la mécanisation de l'agriculture, c'est du pétrole. Le fait que les gens puissent vivre dans des villes où il ne pousse rien et où vous n'avez rien à produire, vous n'avez rien à produire dans les villes, vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas de mine, vous n'avez rien, et on peut tout leur acheminer sur place. Ce qu'ils mangent, les vêtements dont ils ont besoin, etc. Ça, c'est la civilisation fossile qui l'a permise, enfin, c'est l'abondance énergétique. Donc, je n'explique pas tout. Par exemple, je n'explique pas pourquoi telle personne va ou pas tomber amoureuse de vous. Ça, je ne l'explique pas par l'énergie. Je n'explique pas non plus par l'énergie pourquoi est-ce que vous pouvez préférer les westerns aux films de science-fiction. Je n'explique toujours pas par l'énergie. Donc, il y a des tas de trucs que je n'explique pas par l'énergie. Mais par contre, l'énergie, c'est-à-dire le changement du monde physique, parce que je rappelle que c'est ça sa définition, et la capacité à changer le monde qui nous entoure, est le facteur qui explique au sens où c'est le facteur supplémentaire qui n'existait pas avant. Avant, vous aviez des hommes et des femmes avec le même code génétique, ça n'a pas changé, avec le même nombre de bras et de jambes, avec le même estomac, le même besoin alimentaire, enfin, bref, rien n'a changé, sauf
le fait que nous avons réussi à mobiliser à notre profit des convertisseurs en masse alimentés par des sources d'énergie dont nous n'avions pas la capacité à nous en servir avant. Et donc, il suffit de faire comme en physique, un petit comparatif avant-après, hein, ça s'appelle une expérience, et c'est assez facile de voir, par ailleurs, que tous les pays qui ont accès à l'énergie se mettent à structurer la façon dont ils sont organisés de la même manière. Les pays qui ont accès à l'énergie se mettent tous à avoir une part croissante de leur population en ville, une part décroissante de la population dans le monde rural, une augmentation des échanges, l'émergence des classes moyennes, etc. Tout ça, vous le constatez partout. Donc l'expérience est reproductible absolument partout. Merci Jean-Marc. On est obligé de... en principe, on a terminé. Je voudrais quand même terminer avec une question pour Valérie. Rapide, parce qu'on est déjà en dehors du temps. Valérie, comment comparer aujourd'hui les voies de substitution des carburants aéronautiques dans le contexte de leur cycle complet de production et d'émissions de CO2 ? Par exemple, comment comparer le méthane, le CH4 de méthane, donc le méthane CH4 issu de méthanisation et l'hydrogène produit par électrolyse? Alors, je n'ai pas la réponse, ce n'est pas mon domaine de compétences personnelles. Ce que je veux simplement mentionner, c'est, comme je l'ai dit dans ma présentation, le choix des métriques a des implications extrêmement fortes. Donc, si vous raisonnez uniquement en CO2 équivalent sur une échelle de temps de 100 ans, vous allez donner un poids disproportionnellement élevé au CO2. Si vous raisonnez sur des échelles de temps plus courtes, vous allez renforcer le poids des facteurs non CO2. Et comme je l'ai montré, ils sont importants vis-à-vis des différents types de carburants utilisés et des routes aériennes. Je pense que sur cet aspect-là, il y a le besoin de développement par le secteur aérien lui-même, d'approche de meilleures pratiques, de transparence, permettant justement une comparaison complète, spécifique CO2, CH4 et autres, des différents types de carburants. Et je voudrais juste mentionner une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis aussi extrêmement attachée à l'intelligence collective. Et je pense que la condition clé pour mobiliser l'intelligence collective vers les solutions, c'est celle de la transparence. Et c'est un enjeu particulièrement important sur ces analyses en cycle de vie, qu'elles puissent être rendues publiques, transparentes au maximum pour pouvoir jouer sur toutes les solutions qui peuvent être déployées à toutes les étapes de ce cycle de vie. Super, merci. Merci à vous trois. Merci Jean-Marc, merci Violetta, merci. Thank you Violetta, merci Valérie. Bon, je suis désolé, mais j'avais au moins encore 10 questions à poser. Je n'ai pas pu prendre le temps de le faire. Vous avez répondu de manière pas hyper synthétique toujours, mais c'est pas grave. Maintenant, la session de Q&A est terminée. De toute façon, on va entendre les jeunes tout à l'heure qui vont s'exprimer. Enfin, les jeunes, je dis pas que vous n'êtes pas jeunes, hein, mais on va entendre des étudiants, on va entendre des jeunes actifs autour d'une table ronde avec Olivier Delbucq.